C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin. Voici une des décisions prises par les membres du gouvernement béninois ce mercredi 23 juillet 2025. D'importantes autres décisions ont également meublé la session hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine. À suivre en début de cette édition la quintessence des échanges issus de ce conclave gouvernemental. Le Bénin célébrera dans quelques jours son 65e anniversaire d'indépendance. À l'occasion, 2 États membres de l'Alliance des États du Sahel AES sont annoncés pour prendre part au défilé militaire marquant la célébration de cet événement. Quelle lecture faire de cette annonce confirmée par le porte-parole du gouvernement? Élément de réponse dans ce journal. Les étudiants football de l'université ESAE sont sacrés champions du littoral pour la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2025. ESAE Football s'impose 1-0 face à la formation de l'université Gaza. Grâce à ce succès, ESAE FC se qualifie à la phase nationale des Jeux universitaires édition 2025. On en parle dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 23 juillet 2025 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme il est de coutume, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note la réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin. Dans le registre des communications, on note l'approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. La substance des échanges avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin. Ce dispositif, initié par l'autorité de régulation du secteur de la santé, participe de la volonté du gouvernement d'améliorer sur la durée la qualité des soins au niveau de l'ensemble du secteur sanitaire du Bénin. Son application favorisera la diminution des préjudices causés aux patients à l'occasion des soins, l'amélioration de la qualité du service et le regain de la confiance des populations, qui devra se traduire par une augmentation de la fréquentation des établissements de santé. Dans son contenu, le texte prend en compte l'ensemble des mesures institutionnelles, réglementaires et pratiques à mettre en place pour garantir la sécurité des patients. Il fixe les normes à respecter, qui seront évaluées suivant une série de critères essentiels, opposables à tous les acteurs exerçant au niveau des formations sanitaires publiques et privées. En point 2, déclaration d'utilité publique du périmètre retenu pour abriter une zone économique spéciale à Kétou. La création de cette zone est la concrétisation d'initiatives conjointes visant le renforcement des relations économiques avec le Nigeria. La dite zone sera dédiée notamment au développement d'opportunités de production et de transformation de céréales en forte demande au Nigeria, ainsi que de filières compétitives intégrées. À ce titre, un site de 983 hectares identifié à Ilara dans la commune de Kétou est déclaré d'utilité publique et la procédure devant aboutir à sa libération engagée. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant obligation de prise en compte des changements climatiques dans les stratégies et planifications des entreprises publiques, modification des statuts de la Société béninoise des infrastructures de l'eau SA et nomination des membres de son conseil d'administration. Au chapitre des communications, en point 1,
approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Le dit plan a pour objectif de renforcer la contribution des entreprises relevant du portefeuille de ce ministère à la croissance économique par la création de richesses, d'emplois décents et durables. Il postule qu'à l'horizon 2029, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi est une administration innovante, proactive et inclusive, moteur du développement de l'entrepreneuriat, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. En vue de favoriser sa mise en œuvre efficiente, des orientations stratégiques et objectifs spécifiques lui sont attachés. Il constitue un outil de planification à moyen terme et un référentiel de programmation de toutes ses interventions sur la période visée. Le Conseil y a marqué son accord et instruit le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi à l'effet de prendre, en collaboration avec les autres ministres concernés, toutes les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. En point 2, approbation du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet Semecity. La construction du campus principal de Semecity, qui devra être achevé pour accueillir les étudiants dès septembre 2028, se fera sur un domaine de 336 hectares situé dans la commune de Ouida. À cet effet, les études d'impact environnemental et social ont été déjà réalisées, de même que le plan d'action de réinstallation. Celui-ci a permis d'identifier 985 personnes sinistrées et d'évaluer les biens affectés. Par ailleurs, les études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale du site sont également terminées. Les travaux de viabilisation seront réalisés en 3 phases, dont la première, qui porte sur 174 hectares, démarrera incessamment. C'est dans ce cadre que le présent plan est approuvé pour servir de base aux mesures compensatoires à mettre en œuvre au profit des personnes appelées à libérer le site. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin du colloque international sur la reddition des comptes des chefs militaires et de leurs conseillers juridiques du 25 au 29 août 2025, puis du 2e congrès de la Société africaine de santé publique du 9 au 11 septembre 2025. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère des Affaires étrangères. Ambassadeur thématique chargé de la diaspora afrodescendante aux États-Unis d'Amérique, M. Shelton Jackson Spike Lee et Mme Tonia Lewis Lee, à travers une correspondance du ministère de la Justice en date du 21 juillet 2025 et adressée à tous les chefs de juridiction, la délivrance des certificats de nationalité par les tribunaux est désormais suspendue au Bénin. Cette mission relève désormais des attributions de l'autorité en charge de la délivrance des actes relatifs à la nationalité, en abrégé Adam, est placé sous l'autorité du ministre chargé de la Justice. Selon les termes de la note, cette décision s'inscrit dans la droite ligne de 2 lois fondamentales, notamment la loi numéro 2022-32 du 20 décembre 2022 portant code de la nationalité et la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Ces tests ont conduit à la création de l'autorité en charge de la délivrance des actes relatifs à la nationalité Adam. Le ministère de la Législation rappelle que l'Adam, à compétence nationale et exclusive, est chargé, entre autres, de recevoir, d'examiner et de statuer sur toute demande de nationalité. Pour rappel, le Bénin a officiellement lancé le 4 juillet dernier à Cotonou la plateforme numérique www.myafroorigine.bj dédié à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. À travers cet outil digital, les personnes concernées peuvent désormais initier leur procédure de naturalisation en ligne, sans avoir à se déplacer physiquement dans les administrations béninoises.
On poursuit cette édition. Le Bénin a convié 2 États membres de l'Alliance des États du Sahel à prendre part au défilé militaire marquant la célébration de son 65e anniversaire d'indépendance le 1er août prochain. L'information a été confirmée par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji lors d'un point de presse. Au micro de Nansirine Fatoumbi et de Francis Ola Farami, l'expert en économie maritime portuaire et expert en questions internationales, Dr Damien Awandokun, donne sa lecture de l'information dans un contexte de tension avec le pays frère, le Niger. Non, je pense que d'abord j'ai été très étonné d'attendre la conférence de presse que le porte-parole du gouvernement a faite. Et puis l'invitation des 2 pays frères, je dirais pratiquement, les pays de l'AES, c'est un signal diplomatique très fort qu'il faut saluer à sa juste valeur. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui notre pays, le Bénin, a eu dans un passé récent quelques problèmes avec les pays de l'AES, en l'occurrence le Niger. Donc inviter aujourd'hui ces pays à vouloir célébrer cette 65e fête d'anniversaire pour un État souverain, je pense que c'est une bonne chose. Il faut applaudir parce qu'avec toute l'humilité que cela requiert et toute la sagacité que cela requiert, et il faut accueillir cette nouvelle quand même comme un très bon signe. Et de passage, nous sommes des pays frères. Le Bénin avec le Niger, le Mali, le Burkina et que sais-je encore sont des pays frères. Nous devons garder toujours cette fraternité de paix, de concorde et d'amitié pour que les États africains puissent s'unir ensemble pour relever donc les défis contemporains, les défis donc du développement. Restons toujours avec l'expert en questions internationales, Dr Damien Awandokun, qui nous donne cette fois-ci sa perception du défilé militaire depuis 1960 à nos jours et aussi son analyse des réformes engagées dans les domaines économiques et sociaux. Il s'exprime toujours au micro de nos reporters. Ma perception, c'est que à vouloir faire un tour dans la ville phare, c'est-à-dire la ville de Cotonou, j'ai remarqué quand même que tout roule sur des roulettes, surtout la propriété de la ville qui n'est plus à démontrer au fil donc, des années. Et nous constatons aussi un défilé militaire qui se déroule pour le moment à merveille, sous haute surveillance. Et je pense quand même que c'est une fierté nationale pour cette fête. Je suis béninois, je suis très fier de mon pays depuis bientôt 10 ans où son Excellence le Président Talon a pris donc les rênes donc, de ce pays pour le développement de notre chère patrie le Bénin. Il ne me plaît pas de comparer donc les régimes successifs qui ont succédé donc à la tête de notre pays le Bénin. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que depuis environ 10 ans, j'ai compris quand même qu'un homme a pris le pouvoir qui a une très bonne vision du développement donc, de notre pays, une vision à court, à moyen et long terme. Et je pense que le pays s'est engagé résolument sur la voie donc, du développement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, le Bénin, est cité dans les grandes nations donc, de démocratie. Et en la matière, on ne peut que quand même remercier le chef de l'État et son gouvernement qui s'acharnent chaque jour que Dieu fait pour le bonheur donc, des citoyens béninois que nous sommes.
Dans le reste de l'actualité au Bénin, le phénomène terroriste a cessé d'être un sujet lointain. Plus de 3 ans après le premier incident violent associé à du terrorisme avec l'enlèvement de 2 touristes français et l'assassinat de leur guide béninois, le phénomène terroriste progresse par la multiplication des attaques contre les forces de défense et de sécurité FDS. Invité ce lundi 21 juillet 2025 sur l'émission matinale Free Matin de ESAE Télévision, Rachidi Audio, expert en communication politique et publique, a donné son appréciation sur la façon dont le Bénin et son armée font face au terrorisme en s'appuyant sur l'exemple des États-Unis. Suivons-le au micro d'Abdelkader Achirou. On n'est jamais suffisamment bien préparé pour faire face au terrorisme, parce que vous avez affaire à un ennemi invisible, mais surtout imprévisible. Si ce n'est que même son invisibilité, il n'y a pas de problème. Mais ce qui inquiète, c'est son imprévisibilité. Parce que en matière de guerre conventionnelle, avant le déclenchement de la guerre, il y a toujours une rhétorique guerrière qui vous alerte, qui vous permet de prendre vos dispositions. Vous savez à peu près quels sont les endroits, les territoires de votre pays qu'il faut sécuriser davantage. Mais ici, il n'y a de rhétorique guerrière qu'après l'attaque. Et cette rhétorique, elle est essentiellement faite de revendications et d'exhibitions de vrais et de faux trésors de guerre. Donc ça change tout. Je voudrais d'abord partager avec vous ce qu'a été le parcours des États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme après le 11 septembre 2001. Allez-y. Vous savez, l'Amérique, malgré la puissance de feu de son armée, l'immensité de ses capacités opérationnelles extraterritoriales, on était quand même arrivé sur son propre territoire à vivre la manifestation la plus horrible du terrorisme. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée américaine, malgré toute cette puissance, n'était pas préparée à la guerre contre le terrorisme, parce que sa doctrine de guerre était essentiellement axée sur les guerres conventionnelles. Et ici, ce n'est pas une guerre conventionnelle, les opérations sont généralement asymétriques, et donc il faut s'adapter. Cette adaptation est passée par la mutation d'abord de la doctrine de guerre, donc essayer d'intégrer la menace terroriste à la doctrine de guerre de l'armée américaine. Ensuite, réformer les renseignements, centraliser les renseignements, parce que l'erreur que font la plupart des États, c'est d'avoir des structures de renseignement éparses. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire que dans un même pays, vous avez plusieurs structures, plusieurs organismes qui sont chargés de collecter les renseignements. Il faut centraliser la collecte des renseignements. Il faut centraliser. Vous savez, à l'époque aux États-Unis, vous avez la CIA, vous avez toutes les autres agences fédérales qui sont chargées de collecter les renseignements. Et parfois, le partage des renseignements n'était pas systématique. Après, il faut augmenter le budget de défense parce que c'est une guerre qui coûte excessivement cher. Alors pour apprécier la façon dont le Bénin s'organise, je peux vous dire que c'est pratiquement le même chemin que le Bénin a emprunté, s'adapter. Vous savez, après l'épisode de notre compatriote Fiak Bedi qui a été enlevé et puis assassiné en mai 2019, nous avons connu la première attaque directe dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021. La première attaque directe, c'est-à-dire que c'est pour la première fois que le terrorisme se manifestait de façon violente sur notre territoire. Et puis le 10 décembre, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021, c'était à Porga. Et le 10 décembre, alors que nos soldats étaient en patrouille au cœur de la Pingari, leurs équipements, le matériel roulant était tombé sur un engin improvisé, un IED. C'est-à-dire que c'est quelque chose que des soldats
ont peut-être connu en participant à des missions internationales de maintien de la paix, c'est aussi quelque chose que des chefs militaires ont étudié à l'école de guerre, mais c'était pour la première fois que cela a été vécu dans notre pays. Des soldats qui manœuvrent, qui sont en train de manœuvrer un engin et qui sautent sur une bombe, on peut le dire comme ça. Tout à fait. Et tout part en éclats. Sincères condoléances à sa famille biologique et surtout professionnelle. On poursuit cette édition direction la commune d'Abomey-Calavi où un immeuble à 3 niveaux s'est effondré dans la nuit du mardi 22 juillet 2025 à Togbin. 3 apprentis de métiers de construction communément appelés maçons étaient sur place au moment où le bâtiment s'est aplati. Selon quelques témoins, 2 des apprentis ont réussi à se sauver pendant l'effondrement de l'immeuble. Le 3e, resté coincé dans les décombres, a été sauvé grâce à l'intervention des secours. Selon quelques sources, les travaux sur cet immeuble en chantier auraient commencé il y a quelques mois. Dans un autre registre, les artisans de Sekanji dans la commune de Semekpodji ont célébré ce mardi l'édition 2025 de la journée de l'artisan béninois. Le thème retenu pour cette année est intitulé « Artisanat, créateur de richesses et d'emplois au Bénin, défis et perspectives ». Le point de la cérémonie dans ce reportage a signé Francis Ola Farami. Sekanji, mardi 22 juillet 2025, jour de fête. Apprentis et patrons de divers domaines de l'artisanat de cette localité, de la commune de Semekpodji, célèbrent l'édition 2025 de la journée de l'artisan béninois. La fête Jab nous a permis de faire une pause d'abord. Demain, nous allons reprendre de nouveau et donner de dimension à nos ateliers, à nos chantiers. On va dire aux clients que nous-mêmes, on a une journée de fête. Et après cette journée, il faut se donner au travail. Il faut se donner et au travail bien fait, travail bien soigné. Il faut apprendre, il faut donner le meilleur de nous-mêmes pour que les apprentis, les clients sentent que réellement nous sommes artisans. Au-delà des festivités, la JAB se veut une occasion de mettre en valeur le savoir-faire ainsi que la créativité des artisans béninois. Cette journée est le moment pour les artisans de mener des débats quant à l'amélioration de leur secteur. Aujourd'hui, tout le monde essaie d'assainir son activité. Nous, restaurateurs de Sekanji et environ, nous avons notre projet et quand vous venez, vous allez voir que les prix sont unanimes. Les mets sont corrects. On a tendance à donner le meilleur et faire que le Bénin rayonne par nos plats. Cette année, des manifestations se déroulent autour du thème « Artisanat, créateur de richesses et d'emplois au Bénin, défis et perspectives ». Les artisans de Semekpodji ont saisi l'occasion pour apprécier les réformes opérées dans leur secteur. Cette journée est une journée décrétée par le gouvernement du président Patrick Guillaume Talon. Et comme nous le savons aussi, cette fête est une fête nationale. Et ça se fête dans toutes les communes du Bénin. D'ailleurs, premier mai minodou, à moi gbedi, miwa alonso atole, miwa nukpo, bodo, premier mai lawo, alonso atole ton gbedi, monsieur sisi je, président miton, e wa igbe, bo valider, bo mi do ko bon, fika me come, bo do ko dwe bo, da edo. La journée de l'artisan béninois est une initiative du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi et de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin visant à valoriser l'artisanat béninois. Dans le même registre, la menuiserie est un métier qui consiste à construire des ouvrages de taille relativement petite par la mise en forme et l'assemblage de menus pièces de bois. À Cotonou, au Bénin, les acteurs de ce métier sont légion et leurs offres sont multiples. Mais ce métier expose également ses acteurs à des risques d'ordre sanitaire. Dans l'élément à suivre, nous vous emmenons en immersion dans le quotidien d'un menuisier dans la ville de Cotonou. Le reportage de Francis Ola Farami. Derrière ce bruit et la dextérité de ses gestes se cache une silhouette, celle de Kevin,
Lui, c'est un menuisier. Mais pour fabriquer cette table, chaises et bancs, Kevin fait appel à certains outils. Il y a le meule, et puis le circulaire, et si sauteuse et le défonceuse aussi. Marteau aussi, tenaille, arrache-clou, mètre, avec les machines qu'on utilise pour poincer. Bon, en coupant le bois, on utilise le circulaire. On utilise le circulaire, on coupe le bois avec ça. En finissant, si on finit, on fait le truc là, on met le col avec des clous. En plus ça, on ponce avec le machine qui s'appelle meule. On ponce avec ça, on va poncer ça avec ça. Utiliser ces différents outils expose Kevin et ses collègues à des risques de santé. Pour notre santé, si on a poncé ça, on n'arrive pas à bien souffrir quand on est obligé de prendre les pics ou bien les pommes, fruits. Si on mange ça, donc ça revient de la poussière, ça sort de la bouche pour nous. Dans ces conditions, il y a un besoin de se protéger. C'est ça, on porte des chapeaux, on marche longue et on porte aussi, cache-nez aussi. Cache-nez quoi. Moi, mon cache-nez c'est gâté, bon, c'est pour ça que je mets ça là pour fermer mes nez et puis ma tête aussi. Toutefois, accéder au titre de menuisier implique au moins 5 années d'apprentissage. On parle société à présent, un style vestimentaire et la manière de s'habiller pour exprimer son identité, son appartenance ou son attitude. C'est plus que juste de choisir des vêtements. C'est une façon de dire au monde qui vous êtes et qui vous souhaitez refléter. Mais doit-on s'habiller selon les préférences de son partenaire? Quelques citoyens béninois répondent à cette interrogation au micro de nos reporters. On regarde. L'homme grand tâche peut tout manger, ce qu'il veut, mais ne peut pas s'habiller n'importe comment. Dans la mesure où, en vous habillant, vous avez déjà l'œil de la société sur vous. Ne parlons pas seulement du mari. Au-delà du mari, il y a la société aussi qui apprécie votre habillement. Donc je répète encore que l'homme est autorisé à tout manger ce qu'il veut, mais ne peut pas s'habiller n'importe comment. Il faut porter des tenues décentes, comme l'a dit la parole de Dieu. Décentes. Hein? Et il faut quand même que les femmes fassent preuve quand même d'un peu de crainte divine et en portant cette tenue décente et non des tenues jézabéliques qui exhibent leurs seins, les fesses, etc., qui laissent à désirer. Vous voyez, on dit qu'on ne peut pas copier l'occidental, tout ça. Mais avec l'évolution du monde, est-ce que nos femmes aujourd'hui vont être toujours au pagne? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, le monde évolue. Est-ce que les pailles aujourd'hui, on va les obliger à porter paille? Mais l'essentiel, c'est qu'on porte des tenues décentes, qu'on porte des tenues pour ne pas exposer sa nudité, qu'on porte des tenues pour ne pas créer l'autre, pour ne pas mettre l'autre dans la fornication, pour ne pas créer d'envie à l'autre. Sinon, je crois que on doit. Moi, par exemple, tu me vois, moi, je ne porte jamais la tenue locale. Je ne porte jamais. Le mari doit avoir la crainte de Dieu. Un mari qui a la crainte de Dieu ne va pas dire à sa femme de porter mini-jupe ou exhiber ses seins ou porter des tenues jézabéliques. Alors que cela soit très clair. Hein? La femme doit écouter les conseils de son mari. Et ce mari-là doit avoir la crainte de Dieu. Si ton mari maintenant, il dit bon, ce que je veux là, et toi tu les dis pas ça, on se sépare. Tu vas faire comment? C'est à ce moment tu vas dire bon, je vais faire maintenant. Pardon chérie, je vais faire. Voilà le problème. Si elle s'habille et qu'elle voit que ce qu'elle a porté n'est pas commode, n'est pas digne d'une femme de ménage, je tape du poing sur la table pour lui dire écoutez madame, vous êtes tenue d'aller vous changer. Au pire des cas, je ne pourrez pas vous suivre pour vous aller seul. Et c'est à prendre ou à laisser. La femme ne pourra pas, vous ne pouvez pas être dans un ménage et vous habiller comme une jeune fille de 15 ans qui vient de commencer et que l'homme, celui qui vous protège et avec lequel vous êtes dans le ménage, de tout ça quand même dire ce que vous avez apprécié à sa situation, ce que vous avez porté. S'il y a lieu de changer la tenue, vous devez respecter la tenue. Ce n'est pas une manière de faire de la dictature, mais c'est une manière quand même de nous dire habille-toi de manière à ce que l'œuvre de la société ne nous incrimine pas.
Et puis on parle sport à présent. Je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition. Les étudiants de l'université ESAE sont sacrés champions de littoral pour la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin, édition 2025. Une réussite acquise après la victoire face à la formation de l'université Gaza en finale 1-0. Grâce à ce succès, ESAE FC se qualifie à la phase nationale des Jeux universitaires. Édition 2025, il faut noter que lors de cette phase zonale, ESAE FC a fait 3 victoires et 1 match nul en 4 matchs. Il accède à la phase nationale en tant que champion en titre et va tenter de rééditer l'exploit de l'année précédente. Suivez dans cet élément la réaction du capitaine d'ESAE FC à l'issue de la rencontre. Il s'exprime au micro de Romaric Djesugouin. Ça n'a pas été facile. Tout le début de la première partie, on n'a pas su gérer parce que on n'avait pas su concrétiser nos occasions. Et puis on a écouté à la deuxième partie, on a écouté les conseils de nos coachs. Et puis on a su gérer ce qui nous a donné un score 1-0. Il nous reste beaucoup à faire. Rien n'est encore fait. On a su gérer juste les phases de zone, mais à la phase nationale, on pourra élever le niveau. Je dirais à tous mes coéquipiers que rien n'est encore fait, il nous reste encore beaucoup à faire. Et le temps qu'on aura pour se reposer, on va beaucoup travailler, bosser matin, midi, soir pour pouvoir atteindre le niveau. Dans la foulée, le coach de l'équipe a également pris la parole pour revenir sur cette performance et évoquer les ambitions de son groupe pour la suite de la compétition. Suivons-le. Nous sommes habitués à toujours défendre les premières places dans notre zone. Donc, autre résultat que la première place serait vraiment une contre-performance. Donc, nous, notre secret, c'est la préparation. Nous avons vite commencé par entraîner les jeunes étudiants. Nous avons rassemblé et voilà, nous avons eu gain de cause. Nous avons gagné 7-1-0 parce que les autres universités aussi ont hissé leur niveau. Mais bon, voilà, le plus important, c'est que nous avons fini avec la victoire et nous allons nous concentrer maintenant sur la phase finale. Nous remercions le fondé du groupe ESAE, M. Clément Adéchian, et aussi notre vice-fondé, M. Quentin Didavé, pour tout ce qu'il fait pour nous, toujours présent, toujours derrière nous. Déjà, nous leur disons merci pour nous avoir fait confiance, nous avoir redonné la chance de participer aux Jeux universitaires avec ESAE. Nous promettons les faire plaisir comme d'habitude parce que c'est que autre résultat que être champion du Bénin lors des Jeux sera décevant. Donc nous allons tout faire pour hisser le drapeau de ESAE haut pour une deuxième fois consécutive. Hors de nos frontières au Nigeria, l'économie du pays a été révisée à la hausse. Les autorités ont recalculé leur PIB comme annoncé en janvier 2025. Résultat, le PIB s'élève à près de 243 milliards de dollars, a annoncé le Fonds monétaire international. Pas de changement au classement. Après les mises à jour, l'économie nigériane reste la 4e la plus grande d'Afrique, derrière l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Et voilà, c'est sur cette note, chers internautes, que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE.